Bonsoir fils et filles de la nation congolaise et bienvenue à cette édition d'Inside News RDC. Si vous nous ouvrez votre porte ce soir, c'est parce que vous exigez plus que des discours administratifs. Vous attendez des faits, des chiffres et par-dessus tout, des réponses. Notre pays traverse une zone de turbulence où l'humeur nationale oscille entre l'espoir d'une médiation africaine à nos frontières et l'indignation face au scandale de gestion qui s'invite dans nos institutions les plus stratégiques. Le fil conducteur de notre édition est celui de la lutte pour la dignité nationale. Une dignité malmenée à l'Est, où la diplomatie de haut vol tente de panser des plaies béantes, mais aussi une dignité trahie dans les bureaux climatisés de nos offices publics. De Riyad à Washington, le poids de la RDC est au centre des négociations mondiales. Mais ce rayonnement extérieur ne saurait masquer le bruit de fond des caniveaux quinois ou le silence assourdissant des détournements de fonds à l'OCC. Entre la cité de Lua, où se joue une paix fragile, et les ports de Matadi, où s'évaporent nos recettes, le combat reste le même, celui de la survie d'un peuple qui refuse de voir son destin sacrifié sur l'altesse de l'opacité. Ce soir, nous autopsions le dossier brûlant de l'Office congolais de contrôle et l'offensive diplomatique du panel des facilitateurs de l'Union africaine. Nous scrutons l'horizon, car l'excellence ne se décrète pas, elle se prouve par la transparence de nos actes. Le temps des promesses s'efface devant l'exigence de résultats immédiats pour la santé financière des foyers. Sans plus tarder, entrons dans vos informations de ce soir. Le Palais de la Nation a vibré ce jeudi 29 janvier 2026, au rythme d'un ballet diplomatique d'envergure. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu une dénégation de poids, le panel des facilitateurs de l'Union africaine. Autour de la table, des figures historiques comme Olusegun Obasanjo de Nigeria, Sahle-Work Zewde de l'Éthiopie, ou encore Mokwetsi Masisi du Botswana. L'objectif affiché est clair. Renoncer une médiation régionale capable d'éteindre l'incendie qui ravage l'Est de notre pays depuis des décennies. Sahle-Work Zewde l'a rappelé avec une gravité certaine. Derrière les chiffres et les cartes, il y a des vies humaines qu'il faut protéger. Pourtant, pour nous qui observons ces sites depuis des années, l'histoire bégaye de manière inquiétante. Cette nouvelle architecture, dont les fondations ont été coulées lors de la réunion de haut niveau tenue les 16 et 17 janvier à Lomé, rappelle étrangement les espoirs nés lors des accords de Sun City en 2002 ou les engagements plus récents de Luanda. À chaque fois, le protocole est impeccable. Les poignées de main sont fermes, mais sur le terrain, les lignes de front bougent rarement dans le sens de la paix. Le risque est de voir ce panel s'ajouter à la longue liste des mécanismes de suivi qui, faute de moyens de pression réels sur les agresseurs, finissent par devenir de simples spectateurs de notre drame national. À Lomé, la médiation a été placée sous l'autorité du président togolais Faure Gnassingbé, s'appuyant sur une équipe qui fragmente les responsabilités de manière chirurgicale. L'Union africaine a cette fois-ci opté pour une spécialisation thématique qui mérite notre attention. Olusegun Obasanjo pilote les questions militaires et de sécurité, tandis que Sahle-Work Zewde se consacre au volet humanitaire. Uhuru Kenyatta reste le point focal pour le dialogue avec les groupes armés locaux, alors que Mokwetsi Masisi tente de structurer la coopération économique régionale. Enfin, Catherine Samba-Panza a la lourde tâche de mobiliser la société civile et les questions de réconciliation. Ce dispositif comprend un secrétariat conjoint indépendant associant la SADC, l'EAC et la CIRGN, trouvant que l'Afrique tente de reprendre la main sur ses propres crises. Cette médiation africaine ne sort pas de nulle part. Elle cherche à s'imbriquer dans un miroir international complexe, tentant de faire la synthèse entre les processus de Washington, de Doha et de Paris. Le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, a lui-même insisté sur le rôle déterminant que l'Union africaine doit jouer. Mais quelle est la marge de manœuvre réelle de ces facilitateurs face à la réalité des troupes du M23 et de l'armée rwandaise qui piétinent notre souveraineté?
La Commission de l'UA assure la coordination avec l'ONU et les membres permanents du Conseil de sécurité, mais la pression diplomatique semble encore trop légère pour forcer un retrait définitif des troupes étrangères. La délégation doit désormais se rendre à Kigali, Bujumbura et Kampala. Ce périple sera le véritable test. Parviendront-ils à obtenir une désescalade concrète ou assisterons-nous à une énième répétition d'un dialogue de sourds? Le président Tshisekedi a salué cet engagement, insistant sur une paix durable, vérifiable et inclusive. Mais pour le citoyen de Goma ou de Bukavu, la question demeure. Ces discussions feutrées changeront-elles le prix de la sécurité au quotidien? Si la diplomatie de haut vol ne parvient pas à sécuriser nos frontières, c'est toute notre capacité à mobiliser des ressources pour le développement qui restera entravée. Car une nation qui dépense tout pour sa défense ne peut investir dans sa croissance. La rigueur de la gestion publique vient de subir un choc majeur. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, a officiellement engagé une procédure disciplinaire contre Etienne Chimanga Mutombo, le directeur général de l'Office congolais de contrôle. L'accusation est frontale. La mise en place d'un système informatique parallèle et opaque, particulièrement actif à la direction provinciale de Matadi. Ce dispositif aurait permis d'échapper au circuit réglementaire de contrôle des importations, engendrant une perte colossale estimée à plus de 25 millions de dollars américains pour la seule année 2025 au détriment direct du trésor public. L'inquiétude monte d'un cran, car ce mécanisme de fraude n'est plus cantonné au Congo central. Les rapports indiquent que ce système est en phase de déploiement dans l'espace Katanga, le poumon minier de notre nation. Dans la logique du code de la rue, ce système invisible n'est pas qu'une abstraction technique. C'est un mécanisme qui assèche les moyens de l'État. Chaque dollar détourné à la douane de Matadi ou dans le Katanga se traduit par une incapacité flagrante du gouvernement à stabiliser les prix des denrées de base. Lorsque les recettes officielles s'évaporent, l'État perd ses leviers d'intervention pour protéger le pouvoir d'achat des Congolais. L'analyse des griefs ministériels révèle une contradiction insupportable dans la gestion de l'OCC. Alors que l'Office peine de manière récurrente à honorer les salaires de son propre personnel, le directeur général est accusé d'avoir procédé à des recrutements massifs et à des promotions de grade irrégulières. Comment justifier une telle inflation de la masse salariale au moment où les agents fidèles attendent leur dû depuis décembre? Cette politique heurte frontalement les instructions d'austérité budgétaire et fragilise l'équilibre social d'un établissement stratégique. Etienne Chimanga dispose de 20 jours pour présenter sa défense. Mais si les recettes de l'État s'évaporent ainsi, les infrastructures urbaines, elles, s'étouffent sous une gestion défaillante. Le gouvernorat de Kinshasa vient de lancer un ultimatum de 60 jours aux opérateurs de télécommunications, d'électricité et de distribution d'eau. Retirez vos câbles et conduites de nos caniveaux, ou nous le ferons par la force, à vos frais et avec sanctions à la clé. Dans un communiqué du 28 janvier 2026, le ministère provincial des infrastructures justifie cette décision brutale par l'obstruction de l'écoulement des eaux pluviales. Cause majeure les inondations sur des axes comme le boulevard du 30 juin. Mais cette rhétorique simpliste soulève une question fondamentale. Depuis quand des câbles de quelques centimètres de diamètre peuvent-ils bloquer totalement le passage de l'eau dans des caniveaux larges, à moins que les opérateurs n'aient bétonné ces infrastructures publiques? La réalité est que si l'eau ne s'écoule plus, ce n'est pas à cause de quelques câbles, mais bien à cause de l'absence totale de curage et d'entretien. Les autorités provinciales préfèrent pointer du doigt les opérateurs plutôt que d'assumer leurs propres défaillances dans la maintenance du système d'assainissement. Plusieurs sources confirment que les opérateurs ont installé ces câbles dans les caniveaux pour éviter les coûts élevés d'enfouissement. Mais interrogeons la responsabilité réelle de la mairie. Si les opérateurs ont procédé ainsi, n'est-ce pas précisément parce que les conduits de l'ex-OCPT sont dans un état de vétusté absolue, voire inexistant dans les plans d'urbanisation modernes? En Europe, les câbles de télécommunications passent systématiquement dans les égouts ou dans des tranchées techniques spécifiquement aménagées, avec des galeries souterraines planifiées pour accueillir tous les réseaux. À Kinshasa, quelles alternatives concrètes le gouvernorat a-t-il proposées aux opérateurs?
Quels conduits souterrains propres et fonctionnels ont été mis à leur disposition? La réponse est brutale. Aucun. Face à ce vide infrastructurel et à des conduits OCPT tellement vétustes qu'aucun jumelage n'est techniquement possible, les opérateurs ont bricolé dans l'urgence pour connecter une population assoiffée de connectivité. Ces installations n'ont-elles pas été effectuées avec l'aval, tacite ou explicite, des services municipaux qui collectent régulièrement leurs taxes d'exploitation de domaine public? Le ministère provincial clame aujourd'hui que toute occupation de l'espace routier relève de sa compétence exclusive. Mais où était cette vigilance lors de la pause initiale? En Afrique du Sud, des technologies comme le système Focus permettent d'installer des câbles de fibre optique dans les égouts existants 4 fois plus rapidement et à moindre coût que les méthodes traditionnelles. Les tests ont démontré que ces installations n'obstruent pas le passage de l'eau ni n'interfèrent avec la maintenance. Kinshasa manque cruellement de telles infrastructures. Aucun programme d'aménagement de réseaux d'égouts ni d'usine de traitement des eaux usées n'existe dans la capitale. Le choix proposé aujourd'hui est dramatique. Faut-il défigurer le ciel tinois avec des câbles aériens à l'image des toises d'araignée que la SNEL a déjà imposées dans tous les quartiers ou investir enfin dans des conduits souterrains dignes d'une métropole de 17 millions d'habitants? Cette crise intervient après les dysfonctionnements majeurs observés mi-janvier sur le câble sous-marin WAX, qui ont perturbé l'accès Internet dans tout le pays. Si le gouverneur coupe maintenant ses liens terrestres sans alternative viable, il risque de provoquer un blackout numérique total, sabotant l'économie digitale naissante. De l'encombrement supposé de nos caniveaux au ciel de nos provinces, l'insécurité infrastructurelle ne connaît pas de trêve. La voix de la Belgique s'est fait entendre ce jeudi à Bruxelles. Maxime Prévost, vice-premier ministre belge des Affaires étrangères, a tiré la sonnette d'alarme devant l'Union européenne concernant la dégradation apocalyptique de la situation à l'Est. Le grand écart est insupportable. Pendant que les discussions européennes n'ont eu lieu que 2 fois en un an, sur le terrain, une femme est violée toutes les 4 minutes. Plus atroce encore, un enfant est victime de viol toutes les 30 minutes. Cette apathie diplomatique contraste douloureusement avec l'urgence vitale des populations. Un point de tension majeur émerge concernant l'aéroport de Goma. Bruxelles plaide pour une réactivation exclusivement humanitaire, afin d'acheminer l'aide massivement. Cependant, à Kinshasa, la suspicion est de mise car le M23 et le Rwanda exigent que toute décision sur l'aéroport soit liée au contrôle territorial sur le terrain. Le gouvernement congolais refuse que l'aide humanitaire serve de paravent à des intérêts militaires adverses. Cette impasse prive des milliers de déplacés d'une assistance vitale. Mais l'excellence ne se décrète pas seulement dans l'aide, elle se construit aussi dans nos salles de classe pour préparer les générations futures. La ministre d'État Aïssa Malou mène une offensive sur 2 fronts pour transformer l'avenir de nos enfants. Ce jeudi, elle a validé 5 cadres stratégiques visant à professionnaliser les enseignants du primaire. L'idée est de passer d'un simple accès à l'école, permis par la gratuité, à une promesse de réussite réelle via les humanités pédagogiques rénovées. En parallèle, la digitalisation du contrôle physique par la DINACOP, la Direction nationale du contrôle et de la paye est lancée. Grâce à la remise de 1260 tablettes et de 302 ordinateurs, l'objectif est d'éliminer les doublons qui parasitent la paye. Chaque franc doit arriver précisément dans la poche de celui qui instruit la nation. Cette modernisation technologique rencontre l'innovation financière avec le lancement de First Money par First Bank RBC. Ce portefeuille électronique permet désormais d'ouvrir un compte bancaire en moins de 5 minutes, sans se déplacer en agence. Pour le foyer congolais, c'est une passerelle vers l'inclusion financière. En numérisant la paye et en facilitant l'accès au crédit via ce wallet interopérable avec M-Pesa ou Orange Money, le pays cherche à stabiliser l'économie domestique. Comment pourrons-nous transformer durablement notre société si l'accès au capital reste le privilège d'une minorité urbaine? La réponse réside dans cette convergence entre éducation de qualité et outils financiers accessibles à tous. La souveraineté de la nation se joue désormais sous notre sol. Le ministre des Mines, Louis Watoum Kabamba,
a signé un contrat historique avec Excalibur Multiphysics Group pour une cartographie géophysique intégrale du territoire par drone et avion. Ces données ne sont pas de simples cartes. Elles constituent une arme de négociation redoutable. Connaître précisément nos gisements permet de s'émanciper des estimations étrangères et de dicter nos propres conditions lors des contrats miniers. C'est le fondement même de notre indépendance économique face aux géants internationaux. Pendant que nous sécurisons nos données géologiques, notre diplomatie récolte des lauriers symboliques. La Gambie a annoncé qu'un prix d'activiste de paix sera décerné à Félix Tshisekedi lors du prochain sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Au-delà du prestige, cette reconnaissance valide le rôle de la RDC comme moteur de l'intégration économique africaine. Ce rayonnement diplomatique prépare le terrain pour le Forum des investissements africains, prévu à Kinshasa en juin prochain. Mais cette image internationale restera fragile tant que les urgences locales continueront de nous rappeler à la dure réalité du terrain. Passons maintenant au rythme des nouvelles de nos provinces, où la résilience de notre peuple est mise à rude épreuve par une insécurité qui ne dit pas son nom. L'explosion d'une grenade en plein marché de Sange, dans le territoire d'Ouvira, a fauché la vie de 3 innocents, dont une fille et 2 garçons, ce jeudi soir. L'acte a plongé la cité, sous influence du M23, dans une panique absolue. 9 blessés graves luttent pour leur vie à l'hôpital général de référence de Ruzizi, tandis que 3 autres reçoivent des soins au dispensaire de Kinanira. Le député Bissimoa Singdari dénonce une attaque lâche visant des civils sur leur lieu d'approvisionnement. Est-il concevable que nos marchés deviennent des charniers sous les yeux d'une communauté internationale qui tarde à agir fermement? Le bourgmestre Godet Hatswell a lancé ce vendredi une opération systématique d'identification des militaires et policiers résidant à Kisenso. Face à la multiplication des extorsions commises par des hommes en uniforme non identifiés, cette mesure impose l'enregistrement de chaque arme et de chaque matricule. L'objectif est de restaurer la confiance avec une population lassée par l'insécurité nocturne. Cette identification est un pas vers une administration communale qui reprend ses droits, car la sécurité ne peut être assurée par des ordres. Si cette mesure réussit à Kisenso, pourquoi ne pas la généraliser à toutes les zones urbaines en proie aux tracasseries militaires? Environ 10% des déplacés ont regagné la localité de Boulé en Ituri, encouragés par une mission conjointe FARDC-MONUSCO. Si quelques commerces rouvrent timidement, les écoles restent désespérément fermées, par crainte des miliciens de la CRP de Thomas Lubanga, qui rôdent dans les périphéries. Le général Antoine David Mushimba exhorte les habitants à reprendre une vie normale, mais le traumatisme reste profond. Le retour à la terre est la seule voie pour briser le cycle de la dépendance humanitaire. Mais il exige une présence militaire exemplaire et constante pour assurer ceux qui ont tout perdu dans leur fuite. Pour le 3e jour consécutif, les activités sont au point mort à Chabunda Centre. La jeunesse et la société civile protestent contre les tracasseries incessantes d'éléments se réclamant des Wazalendo. Après le meurtre de 2 civils à Kachungu mercredi dernier, la population exige le départ de ces groupes vers les lignes de front. Cette paralysie économique est un cri de détresse contre un système où ceux qui prétendent défendre le territoire deviennent les bourreaux de l'économie locale. Le commerce ne peut fleurir là où l'arme remplace la loi. Et Chabinda nous rappelle que la paix intérieure est le premier socle du développement. Nous arrivons au terme de cette édition, où l'actualité nous a conduit des salons feutrés de la diplomatie africaine au caniveau encombré de notre capitale. Nous avons vu que la paix, si elle est ardemment discutée par le panel de l'Union africaine à Kinshasa, reste suspendue au respect des engagements de Lomé. Nous avons exposé l'hémorragie financière de l'OCC, où 25 millions de dollars manquent à l'appel. Nous rappelons que la corruption est un poison pour le pouvoir d'achat des foyers. Nous avons questionné l'urbanisme de Kinshasa face à l'ultimatum sur les câbles. Et enfin, nous avons souligné l'atroce urgence humanitaire à l'Est, où le silence de l'Europe face aux viols de masse
devient une complicité de fait. Pour clore notre échange, je vous laisse avec cette pensée inspirée de nos défis quotidiens. Le chemin n'est pas bloqué par la montagne, mais par le petit caillou dans la chaussure. Ce proverbe nous rappelle que bien souvent, ce ne sont pas les grands enjeux géopolitiques qui freinent notre nation, mais les grains de sable de la mauvaise gestion, les systèmes parallèles de l'OCC ou l'absence de conduite technique pour nos câbles. Enlever ces obstacles internes est la condition première pour gravir nos sommets. Je vous invite à approfondir ces thématiques en visionnant nos émissions d'analyse sur Inside News Review, notamment notre dossier sur l'argent des guerres, pour comprendre les flux financiers qui alimentent le conflit à l'Est, disponible sur notre canal YouTube. Que Dieu bénisse notre chère patrie, la République démocratique du Congo, et qu'il fortifie notre détermination. En l'absence d'Ilonga pour ce week-end, je vous donne rendez-vous pour nos prochaines éditions du samedi et du dimanche. D'ici là, restez vigilants et informés. C'était Sylvina pour Inside News RDC. Bonne continuation!